marquera à jamais ces Jeux de Munich, dans cette Allemagne en train de prouver à la terre entière qu'elle avait exorcisé les démons du racisme et de la haine, déchaînés au temps des Jeux de Berlin, une poignée de Palestiniens fanatiques a mis fin brutalement à la trêve olympique. Le 5 septembre 1972, à 2 heures du matin, le commando Septembre Noir pénètre dans le village olympique. 11 membres de la délégation israélienne sont pris en otage, 2 athlètes immédiatement assassinés. Au cours du jour le plus long des Jeux, ultimatums, négociations et pourparlers tiennent le monde en haleine. Pendant des heures, avec les quelques Israéliens qui avaient échappé à la prise d'otages, on est resté rivés sur notre écran télé. Et puis ils sont parvenus à un accord. Le déroulement prévu était que les terroristes sortiraient de l'immeuble avec les otages et les emmèneraient en bus vers un terrain où un hélicoptère pouvait atterrir à l'intérieur du village. Quand l'hélicoptère est arrivé et que l'autobus s'est approché, nous nous trouvions à l'intérieur d'un bâtiment vitré d'où nous pouvions observer toute la scène. Les terroristes armés, nos camarades prisonniers, les mains liées, qui s'avançaient comme ça, les uns derrière les autres, vers l'hélicoptère, et tout cela mêlé à des centaines de flashs. Ils étaient là, tout près, et on les regardait, complètement impuissants. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1972, la police allemande donne l'assaut, alors que les terroristes s'apprêtent à quitter l'aéroport de Fürstenfeldbruck avec les otages. L'opération échoue dans un bain de sang. Tous les athlètes israéliens sont tués. Les Jeux sont suspendus. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, le drapeau olympique était en berne. Pour la première fois, l'immense foule sportive tournait ses regards vers des athlètes morts. Merci à Jean-Philippe Lustig, producteur de ce documentaire Au-delà des médailles. Il l'a produit en 2004. Ce documentaire a été diffusé sur France 5 et c'est un extrait de ce documentaire. Merci à lui. Maintenant, j'appelle Yonatan Arfi, président du CRIF, pour ouvrir cette cérémonie. Monsieur l'ambassadeur d'Israël, cher Joshua, Monsieur le ministre, cher Guidrut, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ils sont là, ils vont arriver, Messieurs les maires, cher Jérémy Redler, cher Ariel Weil, qui doit se joindre à nous, Monsieur le président du Fonds social juif unifié, cher Ariel, Monsieur le président du Consistoire central, cher Eli Korchia, chers amis qui êtes présents, cher Hassan Chalgoumi, qui a, au-delà de la particularité de nous accompagner avec courage et ténacité depuis tant d'années dans nos différents combats, eh bien, est né... Hassan est né, et c'est tout un symbole, le 5 septembre 1972, le jour de l'attentat. Merci d'être avec nous. Cher Marek Alter, qui je veux présenter en notre nom à tous des condoléances, et nous partageons ta peine, cher Marek. Cher Christophe Lesourd, merci d'être présent. Cher Mohamed Sifawi, merci de ta présence également, et je me permets de citer tous ces amis présents. Parce que vous savoir à nos côtés nous fait chaud au cœur. Cher Anki Spitzer, thank you for being here. It's
privilege for us to have you with us tonight, and we look forward to hearing you later during this ceremony. Cher Christian Proutot, merci à vous d'être là. Merci également à Fabien Archambault, que nous entendrons tout à l'heure, historien du sport. Et puis, merci à chacun d'entre vous, avec un remerciement particulier pour Pierre Fredenreich, président de la commission sport du CRIF. Voilà. Et tous ces complices de la commission, Bernard, Jean-Philippe et tant d'autres. Avant de vous lire ce que j'avais prévu de vous dire, je voulais vous expliquer pourquoi c'était important pour nous de tenir cette cérémonie aujourd'hui. Et je dois vous le dire avec une émotion particulière, parce que j'ai été élu à la présidence du CRIF en juin 2022. Et l'un des premiers projets que j'avais en tête, c'était celui de commémorer les 50 ans de l'attentat de Munich, le 5 septembre 2022. Et puis, les circonstances liées à la vie du CRIF ont fait que nous n'avons pas pu le faire à ce moment-là, mais j'avais gardé en tête, évidemment, de nous saisir de la période olympique pour commémorer cet attentat dignement. Et puis, il était prévu qu'une cérémonie se tienne au départ en grand format, quelques jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Des contraintes de sécurité puis institutionnelles ont amené cette cérémonie à se tenir le 6 août dernier, avec, pour ceux qui étaient présents et qui me l'ont rapporté, beaucoup d'émotions, beaucoup de dignité au sein de l'ambassade de l'État d'Israël. Mais je dois dire que ça me paraissait important, nécessaire, mais d'une certaine manière insuffisant, parce que ça donnait le sentiment, ou ça aurait pu donner le sentiment à certains, que la mémoire de l'attentat de Munich ne serait qu'une question israélienne. Et notre responsabilité dans la communauté juive de France, au sein des institutions, et c'est mon combat comme celui de mes prédécesseurs, les présidents d'honneur, Francis Khalifa, Henri Agenberg, qui sont là également ce soir, eh bien notre responsabilité, c'est de démontrer le caractère universel de ce qui s'est passé malheureusement à Munich le 5 septembre 1972, et à quel point ce combat nous concerne tous. C'est le sens d'avoir tenu ce soir cette commémoration de manière ouverte ici au Saint-Roch, en permettant à tout à chacun de s'y associer. Vous savez, il y a des haines qui ne connaissent pas de trêve, pas même la trêve olympique. Parmi elles, la haine des Juifs et d'Israël. En 1972, lorsque se tiennent à Munich, en République fédérale d'Allemagne, les Jeux Olympiques, l'État d'Israël n'a que 24 ans. Depuis sa création, il poursuit un idéal assez simple. Essayer, autant que possible, d'offrir aux Juifs qui font le choix d'y vivre une vie aussi normale que possible parmi les nations. 24 ans, c'est alors un peu plus jeune que l'âge moyen des participants aux Jeux Olympiques. Pour l'Allemagne de l'Ouest, l'organisation de ces Jeux est aussi très importante symboliquement. Les derniers Jeux qui s'étaient tenus en Allemagne, tristement célèbres, ceux de 1936 à Berlin, s'étaient déroulés dans une Allemagne nazifiée, fanatisée et entièrement soumise au Führer. Cette fête que sont les Jeux Olympiques doivent signifier alors pour l'Allemagne son retour dans le concert des nations. Mais le sanctuaire de la paix, qui est supposé être l'enceinte olympique, ne va pas résister à la violence meurtrière du terrorisme. L'organisation Septembre Noir a profané les Jeux et l'idéal olympique. 11 des membres de la délégation israélienne ne reviendront jamais. Je veux les citer. L'escrimeur Andrei Spitzer, l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme Amitzur Shapira, les haltérophiles David Berger, Yosef Romano, Zev Friedman, les lutteurs Eliezer Alfin, Mark Slavin et Moshe Weinberg, l'entraîneur de tir Kehat Shor, l'entraîneur de l'équipe d'haltérophilie Yaakov Spinger, qui avait survécu au soulèvement du ghetto de Varsovie auquel il avait pris part. L'arbitre de lutte également,
Yosef Gutfreund, qui fut le premier à avoir vu les terroristes palestiniens du commando Septembre Noir arriver. Est-ce que les Jeux de 1972 ont marqué la fin de l'idéal olympique? Est-ce que la sidération et l'onde de choc de ce massacre ont laissé une empreinte dans l'histoire? Le géant de la natation Mark Spitz, septuple médaillé d'or de natation à Munich lors de la première semaine de la compétition, lui s'en souvient et l'a raconté. En tant que juif, il s'était retrouvé au centre de cette tragédie. Bien des années plus tard, voilà ce qu'il livrait aux médias. Je le cite. « Il n'y avait pas beaucoup de débat sur le fait d'être un athlète juif avant le début des Jeux Olympiques. On ne parlait pas du fait que le camp de concentration de Dachau se trouvait à quelques kilomètres seulement de la piscine et du stade d'athlétisme. À l'époque, ces JO devaient montrer que nous étions entrés dans l'ère moderne, que c'étaient les nouveaux Jeux Olympiques. Personne ne se doutait qu'une semaine après le début de la compétition, de tels événements allaient se produire. Je me suis retrouvé dans une situation unique, comme si j'étais devenu un porte-parole. Être juif, c'était une façon de mettre beaucoup de pression sur quelqu'un de 22 ans. Alors, les Jeux, nous le savons, n'ont pas été annulés, ils ont été brièvement suspendus. Comme l'écrira alors l'Express sous la plume de l'écrivain Paul Guimard, les Jeux ne seront plus jamais innocents. Pour Avery Brundage, le controversé président du CIO de l'époque, « The Games must go on », les Jeux doivent continuer. Comment cela devait-il être interprété? Comme un refus de céder devant le terrorisme? Ou au contraire, comme un intérêt très relatif porté à l'assassinat d'Israéliens, chose à laquelle nous sommes désormais aussi confrontés depuis le 7 octobre. Mesdames et messieurs, je dois vous dire combien l'image des visages des 6 otages israéliens exécutés par le Hamas la semaine dernière, alors que leur libération, qu'elle soit militaire ou négociée, approchait d'une manière ou d'une autre, a évoqué pour moi immédiatement 2 images. Celle de Daniel Pearl, d'abord, otage juif américain exécuté, vous vous souvenez, par ses tortionnaires au Pakistan en 2002, mais aussi, immédiatement, celle des 11 visages des membres de la délégation olympique israélienne assassinés à Munich. Alors, en rendant hommage ce soir aux 11 destins d'Israël arrachés à la vie par le terrorisme palestinien à Munich, nous rendons aussi hommage à toutes les victimes du terrorisme tuées au nom de la haine des Juifs ou d'Israël. 2 mondes ne cesseront jamais de se confronter. Le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Nous ne cesserons jamais de notre côté de nous battre pour les réconcilier. Je vous remercie. Maintenant, place au témoignage et au décryptage. J'appelle Pierre Fredenreich, président de la commission sport du CRIF, qui va tenir sa table ronde. Et j'appelle Georges Dominique, qui était jeune journaliste sur place. À l'époque, il commentait l'athlétisme et la natation. Et j'appelle Fabien Archambault, historien du sport, et Bernard Amselem, ancien président de la Fédération française d'athlétisme. Il marche? Merci Véronique. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux de partager cette soirée avec vous et de pouvoir recevoir des gens que j'estime de très longue date, et en particulier un qui a été un peu, mon grand frère dans la profession. Non, pas mon grand-père, mon grand frère, Georges Dominique. D'ailleurs, on va commencer avec Georges. T'as pas de micro, Georges? Pas de micro? Est-ce qu'on entend bien dans la salle? Bien? Levez le pouce, on entend bien? On entend très bien. On entend très bien. Non, parce qu'on a un retour moyen, quoi. Non. Nous, il a commencé à critiquer la technique, on n'a pas fini.
Alors Georges Dominique, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un très très grand journaliste, un grand reporter qui a démarré sa carrière en Alsace et puis qui a eu très jeune l'opportunité de découvrir les Jeux Olympiques. Combien de Jeux Olympiques tu as fait, Georges? 6 au total. 6 Olympiades. Et il a démarré par cette Olympiade à Munich. Georges commentait la natation, dont les exploits de Mark Spitz, dont vient de parler Jonathan, et l'athlétisme. Et c'est lui qui a donc commenté la course de Guy Druck, qui sera médaillé, on en parlera avec lui. Georges, il est 4h30 du matin, ce 5 septembre 72. Ça fait déjà une semaine que tu es à Munich. Tu couvres l'événement pour l'ORTF, donc qui est aujourd'hui TF1. France Télé. Qu'est-ce qu'il se passe au moment de ton réveil lorsque tu apprends ce qui s'est passé dans la nuit? D'abord, je dirais que je me réveille un peu plus tard. C'est déjà ça. On n'est pas loin du village olympique. Ce sont mes premiers jeux, sur les 6. On n'est pas loin du village olympique. Je pense que la presse n'y avait pas accès. Alors, il faut savoir qu'à Munich, quand même, on est loin... Non, très bien. On est loin du Stade de France, entre une autoroute et un canal. Mais là-bas, c'est un magnifique jardin vallonné. On y arrive gentiment, en déstressant. C'est vraiment un lieu superbe. Alors, moi, à ce moment-là, comment j'ai appris qu'il se passait quelque chose au village olympique? Il est environ 10 heures du matin. Je suis en train, donc à côté du village, à 100 ou 200 mètres, je suis en train d'interviewer un cycliste très connu, champion du monde, X fois médaille d'or, qui s'appelle Daniel Morellon, coureur sur piste. Je parle avec Daniel depuis 2 ou 3 minutes, lorsqu'un journaliste, je ne sais plus qui c'est, me fait signe qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, je l'apprends. Alors, pour nous, c'est un peu comme une bombe, une stupéfaction. Ça n'est jamais arrivé, ce type d'attentat. On ne pouvait pas le prévoir. Quand je dis ça, par exemple, aujourd'hui à Munich, un bonhomme, permettez-moi l'expression, a essayé de faire un attentat sur le consulat d'Israël, aujourd'hui à Munich, date anniversaire, ça c'était quelque chose de prévisible. Alors que là, rien n'avait été fait, rien n'avait été imaginé, c'était incroyable. Alors ma réaction, bien sûr, stupéfaction, mais on continue notre travail de journaliste. Pourquoi on continue notre travail de journaliste? On ne va pas se précipiter au village olympique ou très près, où j'y étais 24 heures plus tard. C'est que, comme les athlètes qui se préparent depuis des mois et des années, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de Minitel, il n'y avait pas Internet. Minitel est arrivé aux Jeux Olympiques de 80 à Moscou. Le Minitel n'était pas là. Et donc, on préparait pendant de longues semaines, de longs mois, tous les CV des athlètes qu'on découpait dans les journaux. Autrement dit, le travail de préparation était aussi important que le reportage en direct que nous faisions des piscines ou du stade d'athlétisme pendant des heures. C'était vraiment très important. Donc, notre tête était plutôt dans la compétition. Donc, j'ai été ahuri, mais en tant que juif, moi je vais en Israël pratiquement chaque année depuis 60, je n'ai pas été bouleversé parce que c'était des athlètes israéliens, parce qu'ils étaient juifs. On avait la tête dans notre boulot. Et la plupart étaient comme ça. Merci Georges. Fabien Archambault, historien du sport, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser le moment des Jeux Olympiques, le 5 septembre 72, l'attentat se produit, mais les 10 jours qui ont précédé, qui étaient donc l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Dans quel contexte sommes-nous ? Alors, c'est des jeux qui ne ressemblent pas encore à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un grand événement sportif totalement mondialisé, avec des places qui coûtent cher, avec énormément de spectateurs. Les Jeux Olympiques de Munich sont en train de devenir ça. C'est après 1968 où il y a eu pour la première fois une diffusion en Mondovision. 1972, il y a de nouveau cette diffusion mondiale par la télévision. Et en couleur. Et il commence à y avoir un peu plus de monde. Mais ce n'est pas encore ce que ça deviendra dans les années 80, 90. Juste pour vous donner une anecdote, mes parents étaient allés en camping-car. Ils faisaient du camping sur les pelouses qui sont autour du stade olympique. Et ils me racontaient qu'ils y allaient le matin, au hasard,
tiens, aujourd'hui, on va aller voir de l'athlétisme, et on rentrait dans le stade comme ça. Donc pour vous dire qu'on n'était pas encore dans des jeux qui étaient très bien organisés, au sens où l'organisation était encore amateur. C'est-à-dire que le CIO, il ne faut pas oublier ce que c'est, hein, le CIO, c'est une coquille vide. Le CIO ne fait que déléguer aux fédérations internationales le soin d'organiser leur tournoi olympique, et c'est une dizaine de personnes, un permanent, enfin plutôt une permanente, qui est Monique Berliou, qui était la secrétaire historique du président du CIO. Et donc, en fait, ce sont en gros, cette administration olympique qui est totalement prise de court par l'attentat. La délégation israélienne ne bénéficie donc pas à ce moment-là d'une protection particulière. Alors, c'est ça, en fait, hein, après coup. C'est-à-dire que on se dit, les Allemands, ils connaissaient le terrorisme. C'est-à-dire que la fraction armée rouge existait depuis 1969. Il y avait déjà eu toute une série d'attentats en Allemagne en 1970, 71, 72. En mai 72, Andreas Bader et Ulrike Meinhof sont mis en prison, donc ils sont décapités. Mais on sait qu'ils étaient allés s'entraîner en Jordanie avec des Palestiniens dans le cadre d'accords avec le FPLP, où ils avaient rencontré l'armée rouge japonaise qui, au mois de mai 1972, a fait un détournement d'avion en Israël. Donc, quelque part, toutes ces choses se savaient, et donc, on peut se dire que les autorités allemandes auraient pu s'imaginer que les Jeux Olympiques allaient être frappés. Mais justement, c'est inimaginable pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour les autorités allemandes, pour les dirigeants olympiques, pour le public qui assiste, parce que les Jeux Olympiques ne sont pas encore ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont le devenir avec le 5 septembre. Alors justement, Bernard Amselem, à l'époque, vous n'étiez pas encore le président de la Fédération française d'athlétisme et encore moins un cadre dirigeant de la Fédération internationale. Vous êtes un jeune passionné de 21 ans, inconditionnel d'athlétisme qui découpe tous les articles avec une rigueur obsessionnelle pour connaître le CV de chacun des athlètes. Et vous êtes, on n'est pas encore le 5 septembre, vous êtes chez vous et vous regardez à la télévision la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui vous émeut lorsque vous regardez cette cérémonie d'ouverture? Alors effectivement, donc je n'étais pas encore dans l'athlétisme au niveau dirigeant, hein, j'étais très jeune, mais je pratiquais l'athlétisme, j'étais lanceur de javelot, et je faisais du handball également, parce que quand on lance le javelot, on tire plus fort avec un ballon, hein. C'est souvent complémentaire. Et effectivement, je suis l'événement à la télévision, comme tous les événements sportifs que je regardais à l'époque. Je suis d'abord très impressionné et heureux de voir la délégation donc défiler donc à l'ouverture des Jeux. Je suis très content de voir ça, voilà. Et puis évidemment, ce qui s'est passé le 5 septembre a été un traumatisme. On se demande je me demandais comment c'était possible. Moi, je pensais que on ne pouvait pas rentrer comme ça dans le village olympique. Je pensais que tout ça était organisé, qu'il y avait une sécurité qui existait, alors qu'après, il n'y avait rien du tout. Effectivement, et j'ai été vraiment traumatisé par ce que j'ai pu voir. Voilà, donc, mais je voulais simplement rajouter quelque chose. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié la médaille d'argent de Guy Dru sur 110 mètres haies. Voilà, je suis un passionné de statistiques en matière d'athlétisme. Depuis l'âge de 10 ans, je compile tous les résultats de tous les athlètes du monde avec des minima que je me suis donné, évidemment, discipline par discipline. Et effectivement, donc j'étais très heureux de voir cette première médaille d'argent. Et puis ensuite, il a fait une médaille d'or à Montréal. Donc, vous voyez, c'est un palmarès exceptionnel pour un athlète de haut niveau. Alors, on a... pour tous ceux qui étaient... Moi, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, mais je suivais déjà les Jeux Olympiques avec mon père qui était absolument fan des Jeux et qui, accessoirement, était rescapé de la Shoah et allemand. Donc, autant vous dire qu'il est passé d'une vision extatique d'une délégation israélienne avec une étoile de David qui défile dans le stade de Berlin à une stupeur et finalement un sentiment de dévastation et de frayeur. Fabien, nous sommes donc maintenant au moment de cet attentat. Qu'est-ce qui... dans finalement la séquence que nous allons vivre, a eu une résonance encore aujourd'hui sur la scène internationale? Alors, c'est un des premiers attentats qui est diffusé en Mondovision, en direct.
C'est-à-dire que tous ceux qui ont pu suivre, moi j'étais pas né à l'époque, mais en gros, on pu suivre quasiment, les télévisions, les caméras étaient mais à 20 mètres du 31 de la Connolly Strasse. Quand le bus part, ils le suivent, etc. Donc en gros, quasiment du début jusqu'à la fin, on peut le suivre. Alors, on peut le suivre, mais on ne voyait pas que les images de la prise d'otage. Le CIO n'interrompt pas les épreuves tout de suite. C'est-à-dire qu'elles sont interrompues par des matchs de water polo et par les épreuves d'équitation. Il faut que l'ambassade d'Israël intervienne vers 14h, 14h30 en disant qu'il est inadmissible que les épreuves continuent à se dérouler, pour qu'à 15h15, Avery Brundage décide de suspendre pour la journée les épreuves. Oui, en pleine séquence de prise d'otage, il y a du dressage à l'antenne. C'est exactement ça. Alors ensuite, c'est-à-dire que c'est là où on voit que le CIO tel qu'il existait n'était plus la structure adaptée pour gérer l'événement qui était devenu les Jeux Olympiques. Un mot sur Septembre Noir. Déjà, pourquoi ça s'appelle Septembre Noir? Parce qu'en réalité, les gens peuvent le corréler au 5 septembre, mais ça n'a strictement rien à voir. Alors en fait, c'est un nom qui dit beaucoup en fait de pourquoi est-ce que ils ont attaqué les Jeux Olympiques, des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. La référence est au massacre des Palestiniens en Jordanie en 1970, donc septembre 1970. En gros, la classe politique israélienne, palestinienne, excusez-moi, et en gros, depuis 1967, la Palestine pourrait devenir un État, ce qu'elle n'a jamais été, en Jordanie. Septembre 1970 met fin à ce rêve ou à cette possibilité de créer un État jordanien qui soit dirigé par les Palestiniens. À partir de là, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire qu'il y a les factions, notamment du FPLP, les plus radicales, Georges Apache, qui décident, en gros, puisque nous ne pouvons pas être une nation, nous allons nous attaquer à la nation israélienne. Et alors, de ce point de vue-là, les modalités de l'attentat, de l'action du commando Septembre Noir est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un massacre aveugle. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu arriver et massacrer tous les athlètes israéliens qui voilà. Ils font une prise d'otage. Alors ça renvoie à en fait que sont devenus les Jeux Olympiques depuis les années 20, donc depuis les Jeux d'Anvers, où la France, la Grande-Bretagne, la Belgique ont demandé à leurs comités olympiques respectifs d'exclure les athlètes qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, parce que ce n'étaient plus des compétiteurs individuels, des aristocrates amateurs, mais devenaient des représentants d'une nation. Ce fait-là qui explique le succès des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est là où se mesure le prestige d'une nation. Une nation indépendante doit envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques. Ça explique que dans la plupart des pays, c'est l'armée qui les prépare. En fait, quand ils attaquent les athlètes israéliens, ils attaquent non pas des individus quelconques qu'il s'agit de massacrer. En fait, c'est un acte de guerre. C'est-à-dire qu'on attaque des représentants d'Israël dans un endroit qui est devenu, depuis plusieurs décennies, l'endroit où s'affirme l'identité nationale d'un pays. Donc voilà, il y a tout ça de Septembre Noir et plus. Voilà. Alors ensuite, ils demandent la libération, l'échange des prisonniers de 236 et de Andreas Bader et Ulrike Meinhof. Bien sûr. Donc là, il y a la filiation avec leurs camarades de combat dans les camps en Jordanie. Georges Dominique, lorsque l'on est journaliste et que donc la prise d'otage se déroule, que vous apprenez l'issue de cette prise d'otage, est-ce que la mobilisation des rédactions françaises bascule vers justement la couverture de ce drame, ou vous restez focus sur la séquence olympique? Non, on ne bascule pas directement. Je vous ai dit tout à l'heure que, comme un athlète qui se prépare plusieurs jours et plusieurs mois à l'avance, on était dans notre préparation. Je vous rappelais l'histoire du Minitel et d'Internet. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce qu'aux Jeux Olympiques 76 à Montréal, où Guy Dru gagne, mon consultant, c'est Léon Zitrone, qui n'avait jamais vu une réunion d'athlétisme. Donc,
le journaliste que j'étais, on avait préparé en découpant dans l'équipe, etc., toute l'année, tous les CV, tous les hobbies des compétiteurs. Et Zitron n'avait jamais vu une réunion d'athlétisme dans sa vie. Et tous les soirs, y compris le samedi dimanche, j'étais chez lui, place de la République, où Madame Zitron me faisait des œufs sur le plat pour que je lui donne mes fiches de tous les athlètes. Donc on était complètement, on n'a pas du tout basculé. Je m'autorise à te prendre le micro. Ça me désole, mais on n'a pas le choix. Bernard, lorsque tu prends la présidence de la Fédération française d'athlétisme, je te pose une question très naïve, mais tu as dû évidemment te rendre à nouveau, enfin plutôt te rendre à Munich, à l'occasion de mondiaux, à l'occasion de championnats européens. Quelles impressions tu avais ? Alors effectivement, donc c'était début des années 2000, j'accompagne l'équipe de France d'athlétisme pour un championnat d'Europe qui se déroule donc sur le stade des Jeux à Munich. Et évidemment, tous les souvenirs que j'avais vus à la télévision me reviennent. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la délégation israélienne était dans un immeuble complètement gardé par la police. Voilà, donc ça veut dire que voilà, il y a des mesures qui avaient déjà été prises bien avant d'ailleurs, mais là, les Israéliens étaient isolés par rapport à toutes les autres délégations des autres pays. Et donc évidemment, on s'est souvenu de ce qui s'était passé dans ce stade, à côté du stade, et évidemment, on a eu des moments extrêmement difficiles. Mais bon, l'événement s'est bien déroulé, hein, les championnats d'Europe se sont bien déroulés, il n'y a pas eu de problème. Mais je sais que depuis cet événement tragique, les villages olympiques, aujourd'hui, j'ai pu faire 7 Jeux olympiques depuis quelques années, et les villages aujourd'hui sont complètement enfermés, enfin surveillés. Personne ne peut, s'il n'est pas dans une délégation, personne ne peut rentrer dans le village, sauf ceux qui sont accrédités, qui appartiennent à des fédérations internationales, au comité olympique. Mais sinon, aujourd'hui, tout est fermé, quoi. On ne peut pas rentrer comme ça dans un village olympique. J'ai été chef de mission à Londres en 2012. J'ai vécu au village avec l'équipe de France. Je peux vous dire qu'il y avait une très grande surveillance. On ne pouvait pas rentrer comme on voulait, quoi. Fabien, est-ce que dans les annales du sport, on a connu avant et après une séquence de dévastation comme celle-là? Est-ce qu'il y a eu un avant et est-ce qu'il y a eu un précédent et est-ce qu'il y a eu un épisode suivant? Il n'y avait pas de précédent, c'est-à-dire d'un massacre, enfin, pour des raisons extérieures au sport, c'est-à-dire un événement sportif qui, alors éventuellement en Irlande, en 1920, le premier Bloody Sunday, quand l'armée britannique rentre dans un stade où on joue au football irlandais, justement. Donc éventuellement ça, mais c'est extérieur et c'est plus un dérapage de l'armée britannique. Et après, il y a des choses internes au sport. Il y a le Heysel en 1985, mais là, voilà, enfin, ça s'explique par des processus liés au supporterisme et au défaut pour gérer l'ordre public dans les stades. Donc non, c'est évidemment exceptionnel. Et ce qui explique en partie, hein, on va essayer de dédouaner les responsables olympiques confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que pour eux, c'est quasiment un événement champêtre, hein, les Jeux olympiques à Munich, que, en gros, il y a une telle dévastation, pour eux, n'était pas pensable. Et ce qui explique hein, le fait qu'ils naviguent à vue. Donc les compétitions sont suspendues seulement sur l'intervention, donc pour l'après-midi, sur l'intervention de l'ambassade d'Israël. Sur le coup, Avery Brundage, le président du CIO, ne veut rien faire. En fait, il veut que le lendemain, ça continue, comme si rien ne s'était passé. Donc là, il y a un comité exécutif au CIO, donc ils sont 8 plus Brundage, notamment celui qui va lui succéder, puisque en plus, hein, Brundage est sur le départ, donc Lord Killanin, qui est à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, pour les épreuves de voile.
et qui dit non, c'est inadmissible, il faut réunir le comité exécutif dans la soirée qui se réunit à 19h. Et là, la question que posent ces 8 personnes à Brundage, c'est faut-il suspendre définitivement les Jeux? C'est-à-dire, faut-il arrêter les Jeux ce soir? Et donc là, il y a 2 interventions. La première, c'est Golda Meir, qui, dans ses négociations, enfin ses communications avec le gouvernement allemand, hein, dit qu'on ne négocie pas avec des terroristes, et donc en gros donne son blanc-seing au fait que le CIO décide qu'on puisse continuer. Et donc en gros c'est ce qui est décidé, c'est-à-dire de ne pas donner aux terroristes palestiniens l'impression d'avoir gagné cette bataille-là. En même temps, il est inenvisageable de faire comme si de rien n'était. Et donc là aussi, surprenant que ça puisse paraître, c'est le délégué soviétique, Andrianov, qui dit à Brundage, il faut quand même faire preuve d'un peu d'humanité, c'est-à-dire qu'il faut une cérémonie. Et donc c'est le lendemain qu'on décide qu'il y aurait à 10h la cérémonie d'hommage, quasiment funéraire, enfin, de veillée funèbre, et suspension tout le jeudi des épreuves. Mais bon, et d'ailleurs, on en parlera avec Guy Dru. D'ailleurs, Guy devait courir précisément le lendemain à cette heure-là. Il n'a pas couru, il a couru donc que le lendemain de la journée d'hommage. Alors ensuite, on pourrait revenir sur le discours qu'a prononcé Avery Brundage. Donc là, qui montre à quel point il était totalement déconnecté de ce qui se passait. Donc Jonathan Arfi a donné la fin, The Games must go on. Donc les jeux doivent continuer. Mais juste un passage. Donc c'est un discours très court. Bien sûr. Toute personne civilisée reste horrifiée par l'intrusion barbare et criminelle de terroristes à l'intérieur des pacifiques enceintes olympiques. Nous pleurons nos amis israéliens, etc. Les Jeux de la 20e Olympiade ont subi 2 attaques sauvages. Là, on se dit, tiens, quelle est la deuxième? Quelle est la première, puisque nous avons perdu la bataille de la Rhodésie face à un chantage politique indécent. Donc là, en fait, on voit que c'est une crise de croissance du mouvement olympique. C'est-à-dire que, en gros, Brundage... Pas que, parce que pour le coup, il a su... On va revenir là-dessus. Il y a cet aspect-là, l'aspect crise de croissance, c'est-à-dire qu'en gros, les Jeux olympiques devenant un événement mondial, il y a eu la décolonisation, ça devient une organisation internationale de fait et non plus un club d'aristocrates amateurs. Et donc, il y a des tensions géopolitiques qu'il faut gérer, donc notamment l'histoire de la Rhodésie, c'est qu'elle a été exclue quelques jours avant le début des Jeux, à la demande des pays africains, un vote qui a été très serré, où Brundage ne voulait pas que la Rhodésie soit exclue des Jeux. Mais mettre sur le même plan les 2 choses, en disant que c'est 2 attaques brutales, et il n'a pas un mot après pour les... Enfin, pas plus que ça pour les Israéliens. Alors, ensuite, la presse américaine s'est déchaînée contre ce que le New York Times a appelé cette vieille chèvre sénile d'Avery Brundage. C'est qu'il a un passé. C'est un conservateur. Antisémite. Voilà. C'est un conservateur américain. Il fait partie, il était dans les comités de soutien à Scharlenberg pour la campagne présidentielle américaine de 1940, les comités America First. C'était parmi ceux des conservateurs américains qui disaient que le New Deal de Roosevelt, par exemple, était un Jew Deal. Voilà. Donc, il y a cette insensibilité aux athlètes israéliens, au massacre des athlètes israéliens, qui fait que même Andrianov, le soviétique, dit non, c'est pas possible. Merci Fabien. Bon, normalement, il m'avait appris il y a très longtemps à faire très court, mais il ne sait pas faire court. Donc là, tu as exactement 7 secondes pour clore. Aucun problème. Je voulais faire suite à Bernard Anselem sur la sécurité. Je suis allé presque quotidiennement, tous les soirs, quand on avait fini le boulot, près du village olympique. Le village olympique, il était grillagé avec un grillage normal, vous voyez, d'un jardin de quiconque, et de 2-3 mètres de haut, et au-dessus, il y avait 50 cm de barbelés. Alors, est-ce qu'il y a eu des vigiles, pas des vigiles? Ce qu'on sait exactement, c'est que Israël a demandé à envoyer ses forces spéciales, ce que la Germanie, la République fédérale d'Allemagne, a refusé. Et on a atterri sur ce drame, quoi. Je vais vous dire quand même qu'une petite chose, c'est toujours l'espoir. Je crois que la Tikva, ça veut dire espoir. Et au stade olympique de Munich, où j'ai été plusieurs fois
plusieurs fois pour le Bayern et pour d'autres événements, puisque je parle allemand. Il y a une stèle au nom des 11 athlètes israéliens. Ça a été commémoré plusieurs fois et ironie du sort, bonne ironie du sort, le jour où il y a une commémoration au championnat d'Europe d'athlétisme en 70, c'est un athlète israélien qui gagne le saut à la perche, qui sont ses suivants, médaille d'argent et médaille de bronze, ce sont 2 Allemands. Et on entend pour la première fois au stade olympique de Munich la Tikva, le chant de l'espoir. Merci Georges. Merci messieurs, c'était passionnant. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages passionnants. Alors, on va continuer. Nelson Montfort, que vous connaissez tous, aurait voulu être parmi nous, mais il est occupé avec les Jeux paralympiques et il a voulu être absolument participant. Donc, il nous a envoyé une capsule. Il a fait une vidéo extrêmement touchante qu'on va projeter maintenant. Bonsoir à tous mes amis du CRIF. Je regrette vraiment vivement de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Vous voyez pourquoi? Puisque nous suivons depuis quelques jours les Jeux paralympiques ici au Stade de France. Un souvenir effectivement de ce 5 septembre 1972 avec ce drame épouvantable qui a atteint non seulement la délégation israélienne, mais je dirais tout le mouvement olympique par la même circonstance. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on s'en souvient quasiment dans tous les détails, plus de 50 ans après. Et je me suis rendu il y a de cela 2 ans lorsque j'avais retransmis les championnats d'Europe d'athlétisme au Stade olympique de Munich, et sur Königstraße, oui, je m'en souviens comme si c'était hier, sur Königstraße, il y a un mémorial qui est élevé et en hommage à toutes les victimes de cette épouvantable tragédie. Rien n'a changé depuis. Ce drame a évidemment eu des conséquences politiques, géopolitiques et sportives telles qui font qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut que porter hommage et que Dieu protège tous ces malheureux et innocents athlètes qui sont tombés sous les balles d'assassins véritablement monstrueux. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Et si un jour vous vous rendez à Munich, eh bien n'hésitez pas à vous rendre du côté du stade olympique, à Königstraße, où est perpétué le souvenir de ces héros israéliens. Maintenant, j'appelle Guy Druth, ancien ministre des Sports, médaillé d'argent aux 110 mètres haies aux Jeux Olympiques de Munich. Comme tu veux. Vous mettez comme vous voulez. C'est un athlète, hein, donc il peut tenir debout. Non, pas du tout un vieil athlète. Regardez comme il est fité. Vieil athlète quand même. Regardez comme il est fité. Ça va, Guy? Ça va, très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est normal. J'ai pas plu en plus, je m'en excuse, parce que j'ai été invité aussi le 6 août à l'ambassade et j'ai pas pu m'y rendre parce que c'est tombé au moment du 110 mètres haies pratiquement. Et donc, comme j'étais un peu impliqué aussi là-dedans, j'ai pas pu y aller. Ceux qui sont fans de sport ont dû, comme moi et comme beaucoup, vibrer à son exploit en 1976 lorsqu'il devient médaille d'or du 110 mètres haies. Mais avant cette médaille d'or et cette première marche sur la plus haute du podium, il y en a une préalablement en 72 où tu es médaille d'argent. En fait, qu'est-ce qui te reste de cette Olympiade de 72 entre finalement ce moment de gloire, parce que c'était un moment de gloire, et ce moment de détresse absolue? Parce que je sais que tu as été extrêmement marqué. Oui. J'ai rappelé d'ailleurs, je l'ai rappelé à la dernière session du CIO à Mumbai, parce que c'est arrivé peu de temps après les très tristes, l'attentat de Gaza. Et Kazi Wasserman, qui est le leader, qui est un peu le Tony Estanguet des Jeux de Los Angeles en 2028, a fait un très beau discours. C'était même pas un discours, il a parlé avec son cœur et il a eu le mérite
d'isoler le peuple palestinien des terroristes du Hamas. Et ça c'est très bien passé. Et je me suis senti obligé, parce qu'ils le savent tous, de raconter ce que j'avais vécu, moi, à Munich, en 1972, parce que je suis né à l'olympisme avec le terrorisme. Et il m'a même suivi, puisque j'étais ministre en 96, quand également il y a eu un attentat à Atlanta, oui, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai toujours été très, très, très attentif aux mesures de sécurité pendant les Jeux Olympiques, parce que vraiment, mes prédécesseurs avaient totalement raison. Les Jeux ont beaucoup évolué et les Jeux d'aujourd'hui ne sont plus du tout ceux que j'ai connus en 72 et même en 76. C'était jour de repos. Parce que à ce moment-là, il y avait un jour de repos dans la deuxième semaine, celle de l'athlétisme, un jour de repos. Donc j'avais couru les séries et demi-finales le mercredi, jeudi repos et finale pour laquelle j'étais qualifié le 6, c'est-à-dire le vendredi. Et le 5, je me réveille comme d'habitude, puis je vais avec quelques potes prendre le petit déjeuner. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans le village. On ne pouvait pas sortir du village et personne ne pouvait entrer. Et puis très très vite, avec le bouche à oreille, on sait qu'il y avait cet attentat sur le bâtiment des Israéliens et que ça se passait très très mal. Donc évidemment, comme tout le monde, on est essayé d'aller voir. On ne pouvait pas trop approcher quand même, mais suffisamment pour voir que j'ai vu ces terroristes qui se baladaient sur les balcons, cagoulés, etc., etc. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rentrer du village, on ne pouvait pas sortir. Donc moi, théoriquement, j'avais ma finale le lendemain et je m'étais déplacé à Munich essentiellement pour courir et si possible pour faire le mieux, pas pour gagner, parce que je ne l'imaginais même pas un instant. Mon but, c'était d'être finaliste et de terminer le plus près possible du podium. Donc, on s'organise, on joue aux cartes, on discute, on regarde la télé, et comme le faisait d'ailleurs, et c'est l'une des erreurs qui a été faite d'ailleurs par les forces allemandes à ce moment-là, qui ont été complètement prises au dépourvu. Il y a pas en vouloir de rien du tout, quoi. Tout le monde, on s'attendait à tout sauf un attentat de ce style pendant les Jeux Olympiques. Et donc, les caméras, si vous voulez, il y avait des télés dans toutes les chambres, dans beaucoup de chambres et dans tous les bâtiments. Et les caméras filmaient les forces de police, alors les snipers qui étaient ébranlés. Alors évidemment, là aussi, il y avait des tireurs d'élite, des policiers allemands qui étaient déguisés en athlètes, en survêtement, mais avec des chaussures de ville. Quand vous êtes un peu athlète, vous savez bien que quand vous êtes en survêt, vous mettez pas. Maintenant, c'est quand vous êtes en smoking que vous mettez des chaussures de sport. Mais à l'époque, ça se faisait pas encore. Pas la tendance. C'était pas la peine. Et donc, si vous voulez, ça a passé jusqu'au moment où, à la tombée de la nuit, je vais le soir dans le bâtiment des médecins. Et c'était à l'hôtel. Et il y avait une façade de l'hôtel qui donnait sur le village et l'autre sur le parking derrière. Et j'étais en train de me faire masser et d'un seul coup, on entend un bruit tellement fort que manifestement c'était un hélicoptère. Donc à ce moment-là, je me lève et on va à la fenêtre, au balcon, sur le balcon. Et je ne sais pas, j'étais peut-être à 30 mètres, 40 mètres, on voit un hélicoptère atterrir et un bus arriver. Un bus avec des couvertures qui occultaient les fenêtres. Et à ce moment-là, j'ai très bien vu, on a vu ça, comment dirais-je, un terroriste descendre,
négocier avec la police, avec les pilotes. Je ne sais pas, je vous dis, c'était à une 50aine de mètres, mais parfaitement visible. Et puis à ce moment-là, j'ai très bien vu que le terroriste était remonté, ou les terroristes étaient remontés, ça remonte à 52 ans quand même, mais c'est toujours présent. Et descendre avec les otages, mitraillettes dans le dos, l'un après l'autre, monter aller donc du bus à l'hélicoptère. Et puis, quand tout est fini, l'hélicoptère a démarré, ils sont partis. Et à partir de ce moment-là, on s'est imaginé, enfin, c'est le bruit qui a couru dans le village, que c'était réglé, quoi, qu'il n'y avait plus de problème. Tu te couches, tu te touches, convaincu d'un dénouement heureux. Que le lendemain, je courais la finale. Et que les athlètes israéliens allaient être libérés. Ah oui, bien sûr. Pour nous, bon, c'était une issue. Bon, il y avait eu un gros attentat, etc., mais on était très, très loin de s'imaginer ce qui allait suivre. Et donc, lorsque tu te réveilles le 6, je ne sais pas. Le matin, je ne sais pas. Quand je me réveille, je suis dans ma chambre, je ne sais pas. Puis, à l'époque, c'était en 72. Hein, il n'y avait pas les émissions du matin. Hein. Donc, évidemment, à ce moment-là, si vous voulez, que c'est très rapide. Très rapidement, on nous dit ce qui s'est passé. Et puis voilà, donc on s'organise, on en discute entre nous. On sait que il y a une commémoration, une journée d'hommage qui va être, je vous dis ça dans le temps, hein, je vous dis, ça fait quand même 52 ans. Mais moi, je ne vais pas à la commémoration parce que j'ai dû apprendre entre-temps que je courais le lendemain, que c'était la journée du 6 était reportée au 7. L'annonce, aussi loin que remontent tes souvenirs, l'annonce de cette issue dramatique avec le décès des 11 athlètes israéliens, comment l'avez-vous vécu au sein de la délégation française, de l'équipe française ? On l'a mal vécu comme tous. Alors ceux qui couraient qui couraient ce jour-là ou qui étaient en compétition certainement plus que d'autres. Mais moi j'étais directement touché parce que j'étais très très copain avec Esther Roth, qui était une fille assez extraordinaire et qui était une coureuse de 100 mètres haies, qui était brillante et qui elle allait courir le lendemain aussi, en même temps que moi, mais pas la finale, elle courait les demi-finales. Oui, Esther Roth qui faisait partie de la délégation israélienne. Hein. Israélienne et qui était entraînée par Timur Chapira. Ouais. Et donc régulièrement, les hurdlers s'entraînent dans le même coin parce que on les met au même endroit, et régulièrement, nos entraîneurs respectifs, moi pour moi, à ce moment-là, je me souviens plus qui c'était. Après, ça a été Raymond Dubois, mais à ce moment-là, je me souviens plus qui c'était. Mais discuter avec le Chapira, l'entraîneur d'Esther. Et je sais que Esther, je l'ai eu entre-temps au téléphone, et elle était profondément meurtrie. Moi, elle pouvait avoir une médaille aussi. Elle pouvait, parce qu'elle était très très forte. Et à ce moment-là, quelqu'un d'extérieur au bloc soviétique, chez les féminines particulièrement, il fallait être costaud quand même. Et c'est à ce moment-là qu'on a su que la compétition, mais les athlètes israéliens, bien évidemment, parce qu'il y avait eu, moi, le souvenir que j'ai, c'est surtout l'intervention de Madame Golda Meir qui avait fait en sorte que les Jeux continuent, qui avait donné un petit peu le blanc-seing à Brundage, qui était, c'est vrai, complètement déconnecté à côté de la plaque et tout. Mais moi, j'ignorais un petit peu le reste. J'ai appris pas mal de choses dans ce que vous avez dit là. Mais t'as bien fait de venir. Moi, c'était très dur, quoi, très très dur, et ça m'a suivi. J'ai assisté à pratiquement presque tous les Jeux Olympiques qui ont suivi, sauf ceux de Moscou, puisqu'il y avait eu le boycott, et ceux de Séoul, parce que j'ai pas été invité. Mais sinon, je les ai tous faits pratiquement d'été et parfois d'hiver aussi. Donc évidemment, pour vous dire juste une petite anecdote, j'avais ma fiancée à l'époque, qui ressemblait un peu à une athlète française qui s'appelle Marie-Christine Debourse. Bien sûr.
un peu le même genre, quoi, blondinette. Sauteuse en hauteur. Enfin, voilà. Pas la mienne, hein, Marie-Christine, oui. Mais Marie-Christine est allée dire qu'elle avait perdu son accréditation. Donc on lui en a refait une à elle. Et ma fiancée de l'époque a passé tous les jeux avec l'accréditation de Marie-Christine. Ça posait aucun problème. C'était un autre monde. Guy, dernière question très rapidement, mais tu m'as contredit tout à l'heure. Moi, j'avais le sentiment, peut-être que j'étais mal informé, qu'il a fallu attendre très très longtemps, d'ailleurs on demandera à Anki Spitzer qui est là, il a fallu attendre très longtemps avant que le CIO commémore cet attentat du 11 septembre. Vous voyez le lapsus? Oui. Cet attentat de... Non, ça dépend ce qu'on entend vraiment par commémoration, le CIO. Je pense que tous les CIO, les présidents successifs, depuis surtout Samaranch a été, après ça a été Kilanine, après Bondage, puis ensuite Samaranch, que moi je me souviens vraiment de l'ère Samaranch, qui a été élue en 1980. Je pense qu'il faudra vérifier, mais je pense qu'il y a eu quand même quelle forme de commémoration, j'en sais rien, mais on en parlait, ça a toujours. En tout cas, pas suffisamment digne pour Anki Spitzer et les familles des victimes. Merci beaucoup, Guy. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, j'appelle Christian Proutot, le commandant Proutot, à venir sur scène. Vous allez comprendre pourquoi. Fondateur du GIGN. Vous allez comprendre pourquoi il est parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christian Proutot. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. En fait, lorsque j'ai échangé avec Christian, on a un ami commun. Alors, on ne va pas vous révéler qui est notre ami, mais c'est un de mes très proches amis, qui est un ancien du GIGN, et qui un jour m'a raconté cette histoire, et j'en revenais pas. C'est qu'il n'est pas impossible, et Christian Proutot va nous en parler, il n'est pas impossible que le GIGN, peut-être que le GIGN n'aurait jamais existé, en tout cas pas sous cette forme-là et pas aussi rapidement, s'il n'y avait pas eu le drame de Munich. Oui, tout à fait. La gendarmerie se posait déjà le problème des prises d'otages d'une manière générale, qui était déjà à l'époque, même si ça a évolué, des prises d'otages liées au grand banditisme. Bon, maintenant, il n'y a plus d'argent dans les banques, donc il n'y a plus de prises d'otages dans les banques, mais à l'époque, il y en avait beaucoup. Et ce qu'on appelle surtout, et ce qui marque bien évidemment souvent l'opinion, ce sont les drames familiaux avec des prises d'otages, souvent très difficiles, douloureuses. Et la gendarmerie avait vécu, excusez-moi de remonter un tout petit peu en arrière, parce que la prise de conscience, elle se joue sur quelques années, avec comme échéance, dernière prise de conscience, Munich. En 69, vous le savez sûrement pas, il n'y a que les gens de mon âge qui le savent, il y avait une prise d'otage à Cestas, où un père avait menacé de tuer ses enfants si la garde, une décision de justice, lui enlevant les enfants. Avec un raisonnement, je parle par rapport à la négociation et la prise de conscience du fonctionnement d'une prise d'otage, le raisonnement qu'on avait à l'époque, c'était simpliste. Un père ne tue pas ses enfants. Basique. Donc la gendarmerie a, selon un terme qui, Dieu merci, a changé, donné l'assaut, toujours en référence à des schémas militaires. On n'était que dans ces schémas militaires au niveau de la formation. On en reparlera pour Munich. Et bien évidemment, le pire s'est produit. Au moment de l'assaut, on a entendu 3 coups de feu, 2 pour tuer les enfants, et le 3e pour le père, l'assassin, le meurtrier qui s'est suicidé. 3 morts. La gendarmerie a été très impactée, bien évidemment. Et moi, je n'étais pas encore gendarme, mais j'étais fils de gendarme, petit-fils de gendarme, donc mon père était encore en activité. Ça m'avait parfaitement troublé, d'autant que c'était un camarade de promotion de mon père qui avait commandé cette opération et aux ordres. 2 années plus tard, on se rapproche, en 71, prise d'otage dans la prison de Clairvaux. Dans les otages, il y avait une femme qui était assistante sociale, un gardien de prison,
avec deux gardiens de prison, deux prisonniers, pardon, qui avaient avec bricolé un couteau. Leur nom, par contre, lui est célèbre, c'était Buffet et Bontemps, qui tenaient donc en otage ces deux personnes. Et bien évidemment, les autorités ont fait un mauvais calcul psychologique, le deuxième, en disant, il y a un homme, d'accord, mais il y a une femme, ils ne tueront pas, ils n'égorgeront pas de sang-froid une femme. Ça paraissait évident. Et ils ont donné l'assaut. Or, bien évidemment, quand vous n'êtes pas préparé, entraîné, on le verra pour Munich, et qu'on vous demande de rentrer dans un endroit qui est fait pour ne pas en sortir, c'est-à-dire une prison, que vous n'avez plus les clés parce que c'est les prisonniers qui ont les clés, vous voulez faire sauter les portes, vous maniez l'explosif très mal, vous prenez du temps, et le temps qui s'est déroulé, le temps est l'ennemi de ces opérations, l'ennemi numéro un, eh bien, au moment où ils arrivent sur les lieux de la prise d'otage, deux morts, le gardien de prison et l'assistante sociale. Et votre serviteur était en école à ce moment-là, de gendarmerie. Et je demande à nos instructeurs, ayant connaissance de cette opération, je dis, mais on a eu des enseignements sur tout, mais rien ni sur Cestas et ni sur Clairvaux. Et le capitaine, dont j'oublierai le nom, ne serait-ce que parce qu'il y était pour rien, on lui avait jamais demandé de nous instruire là-dessus, dit, ah, plutôt vous, avec vos questions, vous ferez preuve de discernement, comme si le discernement pouvait servir à quelque chose dans ce genre de situation. Je sors avec mon idée sur le discernement en juillet 72 de l'école de Melun, et dans ma première affectation à Saint-Denis, le jour où je n'étais pas de service, j'étais devant ma télévision. Et je découvre, horrifié, que ce qui me paraissait un endroit qui ne serait jamais touché par quelque chose qui existait, c'est Fabien, je crois, qui rappelait tout à l'heure, que déjà la bande Abadère avait fait parler d'elle, les Brigades Rouges entre autres, que le terrorisme en Europe menait beaucoup d'actions violentes, mais je ne pensais pas que les Jeux olympiques, qui me semblaient, pas simplement à travers le principe de Coubertin, un endroit de sanctuarisé, un sanctuaire, puissent faire l'objet d'une attaque. Cela dit, j'avais eu en tête à l'époque, en 68, quelque chose qui aurait dû m'alerter, comme aurait dû nous alerter d'autres choses dont peut-être nous parlerons. C'est le fait qu'il y avait eu, rappelez-vous, toujours aux Jeux Olympiques, en 68, le Black Power et le point levé. Et cette image, qui était le début de la mondiovision, a fait connaître au monde entier qu'il y avait aux États-Unis un problème de racisme, mis en exergue par ce point levé, par les sportifs, au moment de leur remise de médailles. Je tiens à préciser qu'ils n'ont jamais été réintégrés au niveau sportif. Je le dis parce que c'est important également de penser que leur geste courageux n'a pas été récompensé puisqu'ils n'ont plus participé à aucune épreuve sportive après. Et ça aurait dû nous alerter que les Jeux pouvaient représenter une tribune. Et j'insiste sur le fait qu'à Munich, dans un premier temps, et je parle là sur la guerre asymétrique, je ne pose pas en justicier en essayant de savoir qui a raison, qui a tort, mais se dire, quand on mène un combat, qu'on peut avoir juste ou pas juste, peu importe, je ne suis pas là pour le dire, je raisonne simplement au départ en soldat, et qu'on mène une guerre asymétrique, avoir une tribune comme la télévision, qui représentait peut-être à l'époque pas loin d'1 milliard, je pense, de téléspectateurs. Il faut demander aux spécialistes, mais on était déjà sur des gros chiffres en matière de mondiovision. Marquer un événement comme celui-là, avec toutes les caméras du monde tournées sur ce lieu, sachant très bien qu'il était perméable, on le sait puisqu'on est là pour en parler, avait un intérêt par rapport à l'action que vous voulez mener Septembre Noir. Et moi, devant ma télévision,
comme tout le monde, je découvre que cet endroit qui aurait dû rester préservé ne l'était pas. Et en tant que militaire, en tant que gendarme, avec une mission destinée à protéger les citoyens, je me dis, mais si les Allemands qui ont été, et Dieu merci qu'on l'a payé cher, tout le monde l'a payé trop cher, la meilleure armée du monde, n'ont pas réussi, nous, après Cestas, après Clairvaux, on ne sera pas meilleur qu'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais juste, si vous le permettez, venir sur des choses qui permettent de comprendre pourquoi Munich est à l'origine du GIGN. J'étais chargé de la formation commando, puisque la gendarmerie voulait mettre en place dans les unités des unités un peu plus pointues, plus opérationnelles, tournées vers ce type d'action contre les agressions, qu'elles soient terroristes, mais qu'elles soient autres, puisque je les évoquais tout à l'heure. Tout ce qui fait qu'au moment où le droit est enfreint, la force doit rester à la loi. Et donc, en tant qu'instructeur, moi, je ruminais depuis ce 4 septembre 72 ce qu'il fallait faire. 5 septembre. Pardon? Depuis le 5 septembre. Oui, le 5, pardon. 5 septembre 72, je ruminais à travers les images que j'avais vues ce qu'il fallait faire. Et je compilais tout ce qu'on pouvait savoir, et ce n'était pas assez difficile, sur la manière dont les Allemands avaient monté, entre guillemets, cette opération catastrophique. Et il y a dans Munich tout ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple? Alors, par exemple, on décide à un moment de tirer. Vous voulez tirer, même en faisant le calcul sans être un spécialiste de tir, vous savez que vous avez 8 objectifs en face de vous, que dans les conditions où vous voulez intervenir, vous n'avez pas d'autre choix que de les éliminer, vous avez au moins 8 tireurs d'élite. Ils en avaient 5. Cherchez l'erreur. Sans qu'ils soient vraiment d'élite et sans qu'ils soient armés véritablement avec les bonnes armes. Absolument. Ils avaient une arme d'assaut qui s'appelle le HK Mark III ou je ne sais plus combien, qui est une arme d'assaut et qui, comme toutes les armes d'assaut, n'est pas faite pour tirer d'une manière précise, avec un certain discernement dans le tir. Un tireur d'élite, puisque vous évoquiez le GIGN, ce sont ceux que j'ai formés, c'est une tasse à café à 200 mètres. Donc tout de suite, ça vous donne la différence au niveau de la qualité du tireur. Mais surtout, ce ne sont pas des volontaires qu'on a recrutés parce qu'ils étaient dans un stand de tir. Il n'y avait pas de formation de tireur d'élite dans aucune unité du monde à ce moment-là. Il faut le savoir. C'est pas une image. Quand le commandant Proutot parle de recrutement de volontaires dans un stand de tir, c'est vraiment au stand de tir qu'ils ont trouvé les tireurs. Alors, ça, c'est un des exemples. Le deuxième exemple qui me venait tout de suite à l'esprit, c'est que pour engager des gens comme ceux-là, qui allaient engager leur vie, il fallait au moins des volontaires. Or, l'équipe que l'on met dans l'avion, qui était 5 ou 6, je ne me rappelle plus, l'avion destiné à faire croire aux preneurs d'otages que leurs revendications étaient acceptées, c'est-à-dire qu'ils pourraient s'enfuir, ne connaissant pas ce qu'avait imposé Mme Goldamer aux Allemands, je ne veux pas qu'ils repartent. Donc, qui imposait au gouvernement allemand de faire une action, une opération. Et c'est ça qui est fou, parce que accepter de faire une opération quand vous n'avez pas les moyens, c'est une décision politique qui condamne forcément. Alors, c'est pas pour excuser ceux qui tirent après. Je dis, mais si vous voulez faire une opération, il faut avoir une chance de sauver quelques otages. Et dans le commando, c'est comme ça qu'on l'appellera, qui devait jouer le pilote, le copilote, l'équipage de l'avion, il y a eu une espèce de powwow entre eux, et ils ont décidé que c'était trop dangereux, et ils sont partis, sans que le commandement le sache. Ils l'ont même pas prévenu. Le commandement n'a pas été prévenu. Si vous regardez le film dont parle Yvan Attal, qui est magnifique, et en particulier, là c'est le spécialiste, pardonnez-moi, qui parle, sur la prise d'otage, tout est vrai. Tout ce qui est raconté sur la manière dont s'est déroulée cette opération catastrophique est vrai. Et à ce moment-là,
l'armée allemande, enfin la police allemande, puisque c'est la police qui est intervenue, la police allemande est intervenue dans des conditions impossibles. 5 tireurs d'élite, pas reliés entre eux, incapables de désigner leur propre objectif, doublant sur plusieurs objectifs, faisant que, après l'assaut qui a duré, tenez-vous bien, presque 1h15, 1h15, je crois, jusqu'au dernier coup de feu, il a fallu attendre la fin de cet assaut pour que un des derniers terroristes survivants, il en restait 3, jette une grenade à l'intérieur de l'avion qui conduise au décès d'une partie des otages, puisque certains avaient été déjà, pendant l'assaut, exécutés. Je voudrais préciser une chose, il était rappelé qu'il y avait dedans des garçons assez costauds, puisqu'il y avait des lutteurs et haltérophiles, et qu'on a pu faire dans l'enquête, il y en avait 2 qui avaient réussi déjà à se libérer. Donc vous vous rendez compte à quoi tient une opération et peut-être le sauvetage de quelques-uns si l'opération avait pu être mieux montée. Alors, pour répondre, pardonnez-moi sur la digression, mais je pense qu'il est nécessaire que vous compreniez pourquoi un jeune officier, comme moi à l'époque, du haut de mes 28 ans, je réfléchissais comment, si je dois un jour faire ce travail, comment je dois faire. Et je me suis aperçu qu'il y avait 3 impondérables, pas plus. 1, choisir des hommes volontaires. 2, les entraîner avec les moyens les plus performants et surtout les équiper de ces moyens les plus performants. Et à partir de cette trilogie bête, qui est la même pour faire des sportifs, pour faire n'importe quoi, n'importe quel boulot, je pouvais, et je l'ai vendu comme tel, puisque j'ai fait un rapport à l'issue de ma première année en gendarmerie, que ma direction a lu en juillet 1973, j'ai expliqué que si Munich se produisait en France, si on n'avait pas une unité du niveau qu'imposait ce type d'intervention, il fallait continuer à faire ce qui avait été fait avant Munich. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait un détournement d'avion, chaque fois qu'il y avait une prise d'otage, qu'elle soit à caractère politique ou autre, on donnait, on négociait, mais on négociait quoi? Le départ. Et c'était parti jusqu'à la suivante. Et juste pour terminer, on a eu la faiblesse de me croire, et le 24 août 1973, la direction de la gendarmerie nationale m'a demandé de créer l'unité qui allait devenir le GIGN le 1er mars 1974. Bravo, bravo. C'est vraiment exemplaire. Je tenais à vous féliciter, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci beaucoup, commandant Proutot. Alors, nous avons maintenant un message de Yael Arad, qui était chef de la délégation israélienne olympique au dernier JO. Good evening, everybody. I'm honored to be with you tonight. The Munich massacre on 72 was, a very big tragedy for the Israeli sport, for the Israeli people, and of course it was the darkest day in the Olympic movement. I was 5 when it happened, and during all my career, I always thought about this legacy of the 11 athletes, referees, and coaches that went to the Olympic Games to fulfill their dreams, but never came back. And for the Israeli sport, it's part of our legacy, and we always think about them. When I won my Olympic medal in '92, I was honored to dedicate my medal to the families and the victims. Actually, Anki Spitzer is with you now, one of the adorable women for me. And when I was just before the Olympic Games, I went to visit her 2 weeks before because I wanted to learn about the victims. I wanted to learn about their
husband Andre, the fencing coach, and there I decided when I left the house to dedicate that if I will win an Olympic medal, I will dedicate the medal to the families. Here in Israel, for all these 52 years, we always commemorate the memory. In every year in September, we're doing a ceremony, important ceremony in Tel Aviv. All generations from the Israeli sport are coming, young athletes, the community, the Olympic medalists, the Minister of Sport, and we do it every year. This year we will do it on the 25th of September. And every 4 years since 2000, since Sydney Olympic Games, we're having a big ceremony, international ceremony during the Olympic Games. This year in Paris, it was just a few weeks ago, together with the mayor of Paris, with the president of the Olympic Committee, International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach, and of course the Jewish community and many of our friends from the international sport community. So I'm very happy that you gathered tonight to commemorate their memory. For us, the Jewish community in France is you are very good friends of ours. Thank you for being with us during all these last 2-3 years. The Krif and the Isabel and all of you. It was very helpful for us, for the Israeli sport. Part of the crowd that was there in the Olympic Games just now. For us, it was the part of the power we have to win the 7 medals and the finals and to show the Israeli flag in Paris and for all over the world. So thank you very much, and it's a very important and moving evening. Thank you. Alors maintenant, vous allez entendre quelqu'un que vous vous rendrez compte quel point vous avez de la chance de la voir en vrai devant vous. C'est Madame Anki Spitzer qui est venue spécialement d'Israël à la demande du CRIF et grâce au concours de Isabelle Weckstein. Anki Spitzer était elle-même sportive, athlète. Et Anki Spitzer est la veuve d'André Spitzer, qui a été assassiné l'au JO de Munich le 5 septembre 1972. Et elle va vous raconter ce qui s'est passé, elle va vous raconter son histoire. Merci à Isabelle Weckstein qui a permis à Anki de venir et qui va échanger avec elle pour qu'on ait ce témoignage unique. Alors, Anki va parler en anglais et Isabelle va échanger avec elle et traduire. Merci. It works. Merci d'abord, Anki, d'être là avec nous. J'aimerais que... Je sais que vous êtes la seule veuve qui a pu passer ces dernières semaines, ces derniers jours auprès d'André, puisque vous l'aviez accompagné sur le village olympique. Et j'aurais aimé que vous nous racontiez ce qui a précédé cette tragédie. D'abord, je voudrais bien vous dire merci pour mon invitation. Je suis très honorée d'être ici avec vous. C'est tout le français, je sais. Yes, I'm going to speak in English. I'm sorry, but I would like to tell you that for every athlete, it's the
biggest dream to get to the Olympic Games. And this was the same for André. He was dreaming about coming to the Olympic Games, to be at this festival of peace and brotherhood and friendship. And I knew that that was his dream, and I wanted to be part of the dream. Yeah, I wanted to be part of the dream. I was also an l'escrime. I also did scream. I was even the champion of Israel, but it was very easy because there were hardly any other people that I could fence against, so that was very easy. So we had a baby girl, Anouk is her name, and she was born just a month before the Olympic Games, and I wanted to be with him. So I took my baby girl to Amsterdam. My parents and my whole family lives in Holland, and I put the baby there. Now I think maybe I was crazy, but it was the most important thing for me to be with André at the Olympic Games and to see that he got his dream. Alors tout d'abord, je voudrais dire que pour un athlète, participer aux Jeux Olympiques, c'est le plus grand rêve qui puisse exister. Et quand c'est arrivé, nous étions fous de joie. Et je venais d'accoucher d'une petite fille qui avait 2 mois. 2 mois, un mois. Elle s'appelle Anouk. Et je suis allée déposer cette petite fille dans ma famille, chez mes parents, en Hollande. Now, you know, at that time, the Olympic Village was exactly as it should be. Everybody was intermingling. There was no security at all. I did not have an accreditation, but I came every day with André in the Olympic Village because we came through the exit. And the Germans only understand you can get in through the entrance and you go out through the exit, but we came in through the exit. So it was very simple, and I was there every day with him, and it was a wonderful atmosphere in the Olympic Village. Today, when you see the Olympic Village, it's like a military camp, you know, with all the security and everybody in his own building and nobody socializing. It's a big pity because it was beautiful then. À l'époque, Village Olympique, c'était un endroit où on pouvait accéder facilement, où il y avait, les choses étaient beaucoup plus simples. Je n'avais pas d'accréditation, alors je rentrais avec André par la sortie, alors que les Allemands étaient très stricts et n'acceptaient pas le fait qu'il y avait un endroit pour entrer, un endroit pour sortir. Aujourd'hui, les choses sont fondamentalement différentes parce que les villages olympiques ressemblent plus à des camps militaires, beaucoup plus sécurisés. So I would like to tell you something about what happened in the Olympic Village, just an example. One day we were in the village walking around and everybody was talking and dancing and playing and whatever, you know, it was a very relaxed atmosphere. And suddenly the Lebanese delegation came, the fencers from Lebanon. So André said to me, I'm going to say hello to them and ask how their results are. And I said, are you crazy? They're from Lebanon. We are in a state of war with Lebanon. So why are you going there? He said, Anki, these are the Olympic Games. Here there are no borders. Here there are no enemies. And I'm going to go there. So I stayed behind and I saw him shaking hands, talking to the Lebanese fencing team, laughing and smiling. And when he was done, he turned around and he came back towards me, and I never forget the huge smile he had on his face, because he said, you know, Anki, this is what I came here for. Here it is possible. Here, this is the Olympic Games. 2 days afterwards, he was murdered. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, on était dans le village olympique et il y avait certains membres de l'équipe d'escrime du Liban. Et André m'a dit, je vais aller les saluer et discuter avec eux. Et je lui ai dit, mais tu es fou, on est en guerre avec le Liban, c'est pas possible. Il a dit, mais ici, on est dans un environnement d'amitié, de fraternité.
je vais aller discuter avec eux. Et Anki est restée un peu en retrait et elle a vu qu'il leur serrait la main, qu'ils discutaient, ils étaient dans une franche camaraderie. Et quand il est revenu, il avait un grand sourire et il lui a dit, tu vois, c'est pour ça que je suis venu, parce que c'est ça l'esprit des Jeux Olympiques. Et 2 jours plus tard, il était assassiné. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi, vous m'avez dit que votre petite fille, qui avait 1 mois, donc qui avait été déposée chez vos parents, elle avait un problème, elle pleurait beaucoup, elle avait été hospitalisée, vous avez rejoint André, vous ne lui avez pas dit pendant cette première période que votre petite fille, vous étiez inquiète pour votre petite fille. Et quand cette première session s'est terminée, vous lui avez annoncé et il vous a dit, on va aller la voir. Il a quitté le village olympique, vous êtes partis 2 jours pour aller voir cette petite fille chez vos parents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yes, you know, I was so lucky because I was the only widow. I was only 26 at the time. We were only married 1 year and 3 months, but we were very much in love as a young couple. So I was very lucky that I could spend the last 2 weeks of his life together. And I was not allowed to sleep in the Olympic Village because then the women and the men were separated. So we rented a very small room in Munich, and that's where we stayed because we didn't want to be separated. And he did all his competitions, and at the end of the competitions, he had to wait for another couple of days because the whole delegation would only go back a week after the massacre. So he said, let's make a little tour around Munich. Let's go to Dachau. And I said, André, we have to go. I have to go home. You can do whatever you want because I did not tell you, but the little baby is in the hospital and she's crying 24 hours a day. And I did not tell you because I didn't want to tell you during your competitions because you would have left everyone and you would have gone to Holland to see the baby. But now we are going. He was shocked. And so at that moment, we decided to go to Holland. He had to get permission from the chef d'équipe. And the chef d'équipe gave him 2 days. He never told him that we are going to Holland. He said, we are going to take a little trip. And the chef d'équipe said 2 days. And we took off and we went to Holland. Et donc, à l'époque, les hommes et les femmes étaient séparés dans le village olympique. Donc, nous avons vécu en dehors du village. Nous étions jeunes mariés, amoureux. Et à la fin de la première session, nous avons eu l'autorisation de retourner, de prendre 2 jours parce que toute l'équipe devait rentrer ensemble. Donc, il avait terminé ses épreuves, mais il devait attendre la fin de toutes les épreuves pour rentrer avec toute l'équipe olympique. Donc nous avons été autorisés à partir pendant 2 jours. Je n'ai pas dit que nous allions en Hollande voir notre bébé qui pleurait 24 heures sur 24 et nous sommes partis. Yes, and we arrived in Holland and we went immediately to the hospital and my brother was the director of the hospital and he said, we just don't know what is wrong with her. We did all the tests. We cannot find anything. So we stayed for 2 days in Holland, and then he had to go back. And I said, I'm going to stay with the baby, and you go back, and you come back with your whole team, the whole delegation. And in the morning, he had to take the train, and it was 11 hours from where my parents lived to Munich. So there was 1 train in the morning and 1 train in the evening. So we went on our way to the train station. And then we passed the hospital, and he said, Anki, I'm going to go and say goodbye to Anouk. I said, you don't have time. The train is going to leave, and you are going to be stuck here. And you're going to have trouble and problems with the chef d'équipe. And he said, I'm going to kiss the baby. I stayed in the car. He ran into the hospital, saw the doctors, kissed his little baby girl, and came back in the car. And we went to
train station, and the train was gone. So I said, now what? And he said, I'm very happy. I'm going to have an extra day with you and with the baby. And I said, no, you have to get back to Munich. They will be angry at you. So we traveled. I was driving like a mad woman to the next station, which was 30 kilometers. And I just threw the car in front of the train station. We ran inside. And then you had trains that you could pull the doors open by yourself. So the train was almost leaving the station. We pulled the doors. He jumped in. I ran next to him, and he opened the window. He said, I'm going to call you when I get back to Munich. And I was very happy. I said, at least he's going to be back in time and he doesn't have a problem. Alors, nous avons passé 2 jours à Amsterdam. Et au bout de 2 jours, il fallait repartir. Et il fallait 11 heures pour retourner à Munich. Et il était absolument obsédé par le fait qu'il fallait qu'il soit là à temps et qu'il ne soit pas en retard. Et au dernier moment, il a voulu aller embrasser sa fille à l'hôpital. Et il a un qui lui a dit « Mais tu vas rater le train, tu vas avoir des problèmes avec le chef d'équipe. » Et finalement, ils sont arrivés à la gare, et le train était parti. Et un qui l'a conduite à très grande vitesse pour qu'il aille à la gare suivante. Il a pu in extremis monter dans le train en poussant les portes et c'est la dernière fois que Anki l'a vu. Et comment vous avez appris? Comment vous avez appris? So I went home. He went with the train and he said he's going to call me at midnight or whenever he gets to Munich, and he did. So I said, did you see all your friends, all your teammates? Because he never slept in the Olympic Village. We slept in that little room in Munich when I was there. And he said, yes, I'm going to see my room, and nobody is here yet. They all went to a musical of Fiddler on the Roof, Anatevka, and they're probably going to come back, the whole team. And they did come back. And afterwards, they told me that they were sitting around till 2 o'clock at night, and then everybody went to his bed. And 2 hours afterwards, the terrorist came in. I spoke to André when he arrived there, and when we didn't have iPhones or something like this, he had to put money in there. So he said, I have still half a mark, and then he had only 25 cents. So I said, okay, I love you. And he said, I love you. And that was the last time I ever spoke to him. But at least that's what I heard from him, and that's what he heard from me. Quand il m'appelait le soir à minuit, quand nous étions séparés, et ce soir-là, tous ses camarades étaient allés voir un film, et lui, il est resté, il m'a appelé à minuit. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de portable, donc il fallait mettre des pièces de monnaie, des marques dans le téléphone. Et il avait de moins en moins d'argent. Et il a réussi à me dire qu'il m'aimait. Je lui ai dit que je l'aimais. Au moins, ce sont les dernières paroles que nous avons échangées. Et 2 heures plus tard, les terroristes entraient dans sa chambre. Yeah, the next morning, my parents came to wake me up, and they asked me how many people are in the Israeli delegation, how many athletes. And I just opened my eyes and I said, I don't know, I think 15 or 20 or something like this. I said, why are you waking me up and why are you asking? And so my father said, there was an attack at the Israeli compound, at the houses where the Israelis are sleeping. And I said, and what happened? He said, 1 person they already killed, and they put him in front of the building. And he was the boxing coach. And I said, there is no boxing. But my husband was the fencing coach, so I jumped out of bed and I said, which coach did they kill already? To make a long story short, I'm not going to take that much time, it was a horrible day. They were hostage only for 24 hours.
not for almost a year like now, the hostages in Gaza, but they were 24 hours hostage. It was like hell. It was the most difficult time in my life to wait and to think, what are they doing to them? I later found out exactly what they were doing to them. It was a horrible day, and then at the end, I saw everything on live television. And on the end, you know, the spokesman of the German government came, and he said, we had a very difficult day, but now I can tell you that all the Israelis are saved and all the terrorists are dead. And then we said, huh? I saw the fighting, I saw the fire and everything, but he said, no, all the Israelis are saved. So my father said, let's open the champagne. And I said, no, I'm not opening. So I will wait till Andre calls me. And when I talk to him, then I will be sure that everything is okay. And he did not call, and he did not call. And finally, at 3:40 in the morning, they came on television and they said, all the Israelis are dead. Pour dire les choses rapidement, quand le lendemain matin, mon père est venu dans ma chambre, il m'a demandé combien il y avait d'otages, combien il y avait de membres de la délégation. J'ai compris qu'un coach avait déjà été assassiné et ensuite, cette prise d'otage a duré 24 heures. Ça m'a semblé absolument infini. C'était le pire moment de ma vie. Quand je pense aujourd'hui aux otages qui sont depuis presque un an détenus depuis le 7 octobre, je ne sais pas comment on peut vivre une chose pareille. Et ensuite, il y a eu une fausse annonce d'une libération des otages. Les gens sont venus pour boire du champagne chez moi et j'ai dit que tant que je ne parlais pas à André, je n'avais pas la certitude qu'il avait été épargné, sauvé. Et à 3 heures du matin, j'ai appris qu'ils avaient tous été assassinés. Alors, I will terminate because you know I don't want to take more of your time. I would like you to talk about the fight that you've started after. Okay, you know, after this happened, you know, I was then the few hours after they were murdered, I was in the room to try to bring back to his personal things. And I was 26 years old. I went up in the room and I already saw all the blood coming down the stairs. And I said, do I really want to go up to see it? And I said, I have to see where André spent the last hours of his life. I have to go there. I was in the room where they tortured them, where they shot Joseph Romano and castrated him in front of all his teammates who are all sitting there tied to the beds and to the table. And I looked around and I could not understand how people can do this to each other. And even at the Olympic Village, you know, the symbol of peace and brotherhood and friendship, I could not understand it. And I looked around. There was nothing that I could take because everything was full of blood there. And I said to myself, if this is what people do to each other, I have to remind the world what happened there so that it will never happen again. And that has been my fight. And my fight has been with the International Olympic Committee, who did not want to put a minute of silence for the Israeli team because they were Jews and they were Israelis. And they told me if it would have been the American basketball team or whatever, they would have done it. So pure discrimination. It took 49 years till finally in Tokyo, I heard the minute of silence. I saw it. And, you know, we had a long fight with the Germans because they made all the mistakes that anybody can make. They already knew that there was going to be some sort of terror attack. They got information from this. They did not know how to protect the Israelis. They did not know how to rescue them. They did not accept Israelis' elite unit to come and rescue them. They made all the mistakes in the world. 50 years we have been fighting the Germans. Finally, we came to an agreement, and the German president apologized and took responsibility and so on and so forth. One thing I have learned,
I have tried not to raise my daughter with hate in her heart, because you cannot live with hate in your heart. I was very angry after what happened, and I wanted to do something, but then I took myself and I said, look, you have to relax, because you cannot hate, because then you don't have a life. And I also told I have 4 children, I have 9 grandchildren, and I told them, if you think that somebody did injustice to you, don't give up and fight until you put the things right and that justice will be done. Today I can tell you that I feel that justice has been done. Une dernière chose, je crois que tout le monde a compris ce que Anki a dit. Une dernière chose, je voudrais préciser que Anki a été et journaliste depuis plus de 35 ans. Elle représente la télévision et la radio publique néerlandaise et belge. Elle est la représentante pour le Middle East. Elle connaît très très bien, elle est allée des centaines de fois à Gaza, elle est spécialiste de la Syrie, de la Libye, du Liban, pardon. Et j'avais quand même une question à lui poser qui est, parce que j'ai entendu ce matin, on vous a posé la question, qu'est-ce que ces événements vous ont appris? Qu'est-ce que ces événements, quelles leçons peut-on tirer de cette tragédie? Qu'est-ce que le monde a appris de ces événements? I'm sorry to say that the world hasn't learned anything since Munich, 52 years, nothing. Le monde n'a rien appris de Munich. And I just want to add, why did not they learn anything? Because nobody opened his mouth, nobody condemned terror, loud and clear for the whole world to hear. I asked many world leaders, I asked the president of the International Olympic Committee, I said, make a statement, say that this cannot be. Terror is out of the question, but nobody did. And until somebody and the whole world will get together and condemn terror, we are unfortunately going to stay in the same situation as we are, and I'm very sorry about that. Thank you very much again for inviting me. Merci beaucoup, cher Anki. Merci beaucoup, Isabelle. J'appelle son Excellence Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. אנקי היקרה, ריגשת אותנו במילים שלך. תודה רבה. Monsieur le Président du CRIF, cher Jonathan, Monsieur le Ministre, Guy Druck, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le maire, cher Jérémy, Monsieur le Président du Consistoire central, cher Élie, Monsieur le Président du Fonds social, cher Ariel, cher Yoël, Monsieur le Président du Consistoire de Paris, Mesdames, Messieurs. Merci au CRIF et à son président Jonathan Arfi de nous réunir avec tant de personnalités d'exception pour commémorer la mémoire des 11 victimes de l'attentat des Jeux olympiques de Munich de 1972. Si nous sommes réunis aussi nombreux ce soir, c'est parce que nous savons tous que cette cérémonie a, cette année, un caractère spécial, terrifiant, tragique. Le 5 septembre 1972, les Jeux olympiques de Munich battaient leur plein. La planète entière réunie en Allemagne pour célébrer le sport et l'amitié entre les peuples. Que craindre, après tout,
d'un monde débarrassé depuis 3 décennies de la haine ayant conduit à la disparition de 6 millions de Juifs. Le moment est à la fête, rien ne l'arrêtera. Rien. Pas même la mort de 11 athlètes israéliens surpris dans leur sommeil, comme nous venons de l'entendre, par des terroristes palestiniens de Septembre Noir pris en otage, meurtris et assassinés. Une nouvelle ère s'est alors ouverte sur le monde libre et n'a pas terminé de nous hanter. Celle où la haine remporte de nouveaux trophées, celle où l'antisionisme prolonge l'antisémitisme et continue de tuer. C'est dans un tragique mélange que 52 ans plus tard, le passé et le présent s'affrontent, que les souvenirs et les victimes nous confrontent. Il y a un mois, nous organisions au sein de l'ambassade d'Israël en France, avec le Comité olympique international et son président Thomas Bach, la cérémonie officielle des Jeux olympiques de Paris de 1924, en souvenir aux victimes de l'attentat du 5 septembre 1972. Athlètes d'hier et aujourd'hui, personnalités civiles, monde du sport et de la diplomatie, nous étions tous réunis pour pleurer les victimes de l'attaque de Munich aux côtés des familles. Et je leur demandais que penser alors que nous imposions à notre délégation, à nos supporters venus d'Israël, de baisser la tête et de rester discrets dans les rues de Paris parce qu'ils étaient juifs. Je leur demandais que penser, tandis que nos médaillés s'empêchaient de parader et que notre hymne national était hué. Je leur demandais que penser, alors qu'ils nous est sommé d'arrêter de pleurer nos morts et nos otages, parce qu'ils n'ont d'autre existence que ceux que la politique en a fait. Les plus pessimistes avaient-ils raison de croire que rien ne change véritablement jamais? Mesdames, Messieurs, il y a 52 ans, l'antisionisme tuait. Et devant l'Assemblée qui se souvenait que cet événement tragique risquait à inscrire par les mots la malédiction morbide qui, depuis le 5 septembre 1972, ne nous a jamais quittés, celle d'un engrenage meurtrier qui ne cesse véritablement jamais. Je pensais alors au cauchemar dans lequel nous avions été plongés depuis 305 jours, le jour de la cérémonie à l'ambassade, alors que nous ne parvenions pas à nous réveiller. Mais aujourd'hui, je pense aux 6 otages, à Carmel, Hirsch, Eden, Alexander, Almog et Ori, froidement exécutés après des mois de captivité par des terroristes qui n'ont fait que cultiver depuis des décennies l'obsession de nous assassiner, de nous détruire, d'effacer toute trace de notre existence. Chers amis, notre raison d'être, celle du peuple juif et celle de l'État d'Israël, est de protéger ses enfants. Devant vous, je fais le serment, nous ferons tout pour mettre fin à cet engrenage meurtrier et mettre les générations du futur à l'abri de toute menace possible. Nous avons tous, toute la communauté internationale, nous avons tous la responsabilité de tout faire pour que le monde retrouve sa boussole et qu'il reprenne le chemin de la liberté et que la paix, dont nos ennemis tentent tant de nous détourner, revienne. Merci à tous. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Pour terminer cet hommage, je rappelle Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Yonatan Arfi, président du CRIF, et Madame Anki Spitzer, pour allumer la bougie de la mémoire en hommage aux 11 athlètes assassinés à Munich. The athletes and coaches who were murdered at Munich.
David Berger, weightlifter. Yosef Gutfreund, wrestling referee. Moshe Weinberg, wrestling coach. Eliezer Halfin, wrestler. Mark Slavin, wrestler. Zeev Friedman, weightlifter. Yosef Romano, weightlifter. Kehat Shor, shooting coach. Andrei Spitzer, fencing coach. Amitzur Shapira, athletic coach. Yaakov Springer, weightlifting referee. Blessed be their memory.